Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de rester fidèles au programme de Walf. Bienvenue à votre émission Opinion. Opinion a le plaisir de recevoir ce dimanche Maître Doudou Ndoye. Maître, bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'avoir bien voulu répondre de nouveau à notre invitation. Merci. Vous êtes avocat, ancien ministre de la Justice. Dernièrement, vous avez eu à animer une conférence publique durant laquelle vous avez dit que la CREI était illégale. Pourquoi avez-vous senti la nécessité de faire cette sortie sur l'inégalité supposée ou réelle de la CREI? Je vous remercie beaucoup. Je voudrais préciser que je n'ai pas dit que la CREI est illégale. Qu'est-ce que vous avez dit exactement? J'ai dit que la CREI est inexistante. Quelque chose qui existe peut se conformer à la loi dans sa structure ou dans son fonctionnement ou ne pas se conformer à la loi. C'est dans ce cas qu'on dit illégal. La CREI est inexistante. Et vous maintenez vos propos aujourd'hui? Bien entendu, je suis venu le démontrer encore pour ceux qui n'ont pas eu la chance ou l'occasion de voir ça. C'est pourquoi j'ai amené tous les documents que ceux qui me contredisent ne sont pas capables de lire et de comprendre. Je voudrais ajouter aussi que je n'ai pas animé une simple conférence. J'ai fait une conférence juridique. J'ai précisé que je ne fais pas de conférence de presse. Je l'aurais fait en homme politique. Mais cette fois-ci, c'était le professeur de droit, l'ancien garde des Sceaux, expérimenté, qui a présenté et obtenu de l'Assemblée nationale du Sénégal une loi qui a enlevé la CREI de nos structures judiciaires, qui est venue expliquer en droit au Sénégal, à tous les étudiants que nous sommes, nous les éternels étudiants, la position juridique du problème. Oui, nous allons entrer tout à l'heure dans les détails. Mais pourquoi cette sortie seulement maintenant? Cette loi a été réactivée depuis 2 ans et vous n'avez rien dit. Aucune loi n'a été réactivée, monsieur. Réactiver une loi, c'est faire voter une loi. Réactiver une loi, c'est faire appliquer une loi qui existe. La loi de 1981 qui avait créé la Cour de répression de l'enrichissement illicite a été abrogée par l'Assemblée nationale du Sénégal. Et vous fondez sur quoi? Mais je me fonde sur mon expérience et mon savoir d'expert du droit. Et les autres se fondent sur leur ignorance et leur nullité juridique et leur paresse, surtout. Ils sont paresseux, ils ne travaillent pas. Voilà. Oui. Et ils ne comprennent rien au droit. Oui, les autres, on va en citer un, Maître Moussa Félix Sow, qui est également avocat de l'État du Sénégal dans cette traque. Il dit que le parallélisme des formes voudrait que quand vous prenez une loi pour créer une structure, qu'il y ait une autre loi qui vienne expressément dire que j'abroge la loi qui avait créé l'institution, mais tel n'a pas été le cas. Vous répondez quoi? Et vous m'écoutez les répondre, j'espère. Absolument, vous êtes là pour ça. Parce que ça, c'est un enseignement scientifique, juridique. Ce n'est pas un débat. Je voudrais d'abord préciser que Maître Moussa Félix Sow, avocat, a prêté serment d'avocat stagiaire en 1985. Un avocat stagiaire en 1985 qui n'est pas encore avocat, parce qu'il est devenu 3 ans après, n'était pas là lorsque Doudou Ndoye, garde des Sceaux, ministre de la Justice, s'est adressé à l'Assemblée nationale pour abroger la loi qui a créé la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Il a appris. Mais, si vous m'écoutez, monsieur, je vous dis, je vous fais un enseignement juridique. Allons-y, je vous écoute. Écoutez l'enseignement juridique. Parce que je parle d'enseignement juridique. Si l'élève coupe le professeur à chaque instant, parce que je parle de choses que vous ignorez. Ce n'est pas clair pour l'élève également. Mais il lui est loisible de couper le professeur. C'est le peuple qui est l'élève en ce moment. Parce que c'est le peuple qui nous écoute. Et je représente le peuple ici. Mais permettez donc au peuple de m'écouter. Allons-y. S'il vous plaît. Oui, allons-y. Alors, quelqu'un qui dit que la loi sur l'enrichissement illicite a été installée par une loi. La CREI a été installée par une loi. Je dis oui.
La CREI a été installée par une loi de 1981. Il a dit, il faut une loi pour l'enlever. Je dis oui. Mais j'ajoute, les lois l'ont enlevé. Lesquelles lois? Ah, vous allez être un bon apprenti juriste, parce que lui aurait dû poser cette question-là. Alors je vais vous dire lesquelles lois. Mais là-dessus, il faut m'écouter. Parce que sinon, vous n'y comprendrez rien. Parce que de grands juristes du Sénégal qui se disent tels n'ont rien compris. Alors, le Sénégal est un État qui est issu du système colonial. Et en 1960, nous étions sous les lois de l'organisation judiciaire française. Il y avait une seule cour d'appel qui s'appliquait à toute l'AOF, l'Afrique occidentale française. Le 14 novembre 1960, voici le texte. Le 14 novembre 1960, le Sénégal indépendant dit « Je vais créer ma justice, mon organisation judiciaire. Je vais créer les juridictions qui s'appliquent à mon pays. » L'ordonnance du 14 novembre 1960 dit que les seules juridictions en cours au Sénégal sont la Cour suprême, qui a compétence nationale, la Cour d'appel, parce qu'il y avait à l'époque une seule Cour d'appel à Dakar, les tribunaux de première instance, les justices de paix. Terminé. Aucune autre juridiction n'existe. En 1981, une loi arrive et dit, j'ajoute la Cour de répression de l'enrichissement illicite, qui pourra, comme la Cour suprême, avoir compétence partout. Oui. Donc, à cette date-là, la CREI existe. En 1981? Bien sûr. Oui. Je dis oui. On arrive en 1984, maintenant. En 1984, une loi sénégalaise arrive, encore. Numéro 84-19 du 2 février 1984, fixant l'organisation judiciaire. Et qui dit, je fais une nouvelle organisation judiciaire du Sénégal. Tout ce qui a existé avant est abrogé. Tu dis bien tout est abrogé. Y compris la loi sur... Mais on n'a pas besoin de dire, quand on dit qu'il n'y a plus de journalistes à Al-Fadjiri, on n'a plus besoin de dire Pierre-Edouard Faye. Pourquoi? Aucun journaliste n'existe plus à Al-Fadjiri. Est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on doit dire y compris Pierre-Edouard Faye? C'est fini. Aucun journaliste. Le 2 février 1984, la loi qui dit la seule organisation judiciaire qui existe au Sénégal est, la seule qui existe au Sénégal est, maintenant écoutez-moi s'il vous plaît, la Cour suprême, les cours d'appel, parce qu'on avait créé des cours d'appel entre-temps, les tribunaux régionaux qui remplacent les tribunaux de première instance, les tribunaux départementaux qui remplacent les justices de paix. Et la loi ajoute, écoutez bien ce que je vais vous dire, ces juridictions-là connaissent de toutes affaires, civiles, commerciales ou pénales. Ces juridictions connaissent de toutes affaires pénales. Ces juridictions CES connaissent de toutes affaires pénales. Article 1er. Et la loi dit maintenant, les tribunaux régionaux sont juges de droit commun en première instance en toute matière. Et la loi dit, en définitive, à la fin, article 15, sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi. Alors, monsieur, la loi vous dit, les seules juridictions au Sénégal compétentes en matière pénale sont toute disposition contraire est abrogée, et vous voulez que je cite Doudou Ndoye, Mbaye Ndiaye, Samba Diop, loi de tel. Écoutez, il faut néanmoins reconnaître si vous voulez discuter avec moi... Le délit d'enrichissement illicite existe dans le code pénal sénégalais. Vous parlez de la Cour, attendez doucement. Voilà. C'est pourquoi je vous dis... Il faut qu'on éclaircisse le débat. Posez-moi des questions. Absolument, je vous pose la question. Vous avez dit tout de suite le délit existe. Ouais. Mais nous sommes en train de parler de la Cour de répression. Maintenant, écoutez-moi. Un délit, c'est un fait, quelque chose qu'on a fait, ou quelque chose qu'on n'a pas fait. Il y a des délits par abstention qui sont interdits. C'est ça le délit. Maintenant, si vous avez commis le délit, qui va vous juger? On vient à Al-Fadjiri pour vous juger? Non. On saisit, on désigne un juge qui est dans un tribunal, ou on désigne un tribunal pour vous juger. Et c'est là la juridiction qui est apte à juger. J'ai fait supprimer par la loi de 1984 la CREI qui jugeait
les délits d'enrichissement illicite. Je n'ai pas touché au délit. Pourquoi? Pourquoi? Oui. Ah, c'est ça l'intérêt. Voilà l'intérêt du débat. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a créé le délit d'enrichissement illicite, moi je n'étais pas d'accord sur le délit, je n'ai jamais été d'accord, mais il existe. Et je ne l'ai pas supprimé non plus. Je n'ai jamais été d'accord, je ne suis pas d'accord, je ne serai jamais d'accord, mais je ne l'ai pas supprimé. On ne peut pas tout faire à la fois. Le délit d'enrichissement illicite a été créé en un moment donné. Mais comme ce délit d'enrichissement illicite était exceptionnel dans sa mouvance, exceptionnel dans sa définition, exceptionnel dans son application, mais celui qui l'a créé, qui était le président Abdou Diouf en 1981, ne faisait pas confiance aux juges normaux du Sénégal. Les juges normaux du Sénégal pouvaient dire non, j'acquitte. Non, les procédures. Pour éviter les procédures qui permettent aux personnes de bien se défendre, il crée une cour spéciale. Mais c'est son droit. Absolument. Il crée une cour spéciale pour juger ces personnes-là. Mais cette cour comporte des éléments qui sont extrêmement attentatoires aux droits de l'homme. Et à partir de ce moment, il y a la cour qui est là, il y a le délit qui est là. Je ne parle pas du délit pour le moment. J'ai dit que le délit n'est pas supprimé, il existe. J'ai dit que le délit relève des tribunaux ordinaires. La loi de 1984, qui n'a pas supprimé le délit, a dit que toutes les matières pénales relèvent du tribunal régional. Oui, mais est-ce que ça n'a pas été une erreur que de laisser le délit en état? Écoutez, vous parlez d'erreur, vous parlez d'existence de la CREI. Je veux comprendre. Parce que si on parle de la CREI, oui, je veux dire... Vous supprimez la cour et vous laissez en état le délit. Ben, j'ai dit que je ne peux pas tout faire. Tant pis. Je laisse le délit tel qu'il est. Je ne pouvais pas tout faire à la fois. C'était déjà beaucoup en face de mon président Abdou Diouf de dire je ne suis pas d'accord sur votre cour, je l'enlève. Parce que j'étais... Vous l'avez fait sans son aval? Sans son accord. Mais il est au courant. Je l'ai affronté. Ah oui. Bien entendu. Moi, j'affronte tous les présidents qui n'étaient pas d'accord pour la suppression. J'affronte tous les présidents africains qui font des choses anormales. A fortiori Abdou Diouf, il me connaît. Abdoulaye Wade me connaît, Macky Sall me connaît. Je dis j'affronte tous les chefs africains qui font des choses anormales. Serais-je leur ministre? Parce qu'ils ne détiennent pas mon destin. J'ai affronté mon président. Pour quelle raison? Avant d'être garde des Sceaux, j'ai défendu quelqu'un qui a été acquitté par la Cour de répression de l'enrichissement illicite. C'est le seul acquittement d'ailleurs. Mais je défendais des principes. Je défendais des règles fondamentales pour votre sécurité, vous, Pierre-Edouard Faye. Et je vous dis que je vais vous le prouver. Pour la sécurité de vos enfants. Pour la sécurité des enfants de tous les Sénégalais. Parce que ce n'est pas parce que je n'aime pas quelqu'un que je pose des règles qui détruisent la société sénégalaise, qui mettent toute la société dans l'insécurité totale. J'ai dit non à Abdou Diouf, cette cour qui est anormale, qui ne permet à personne de se défendre, qui vous prend, qui vous met en prison, qui vous interdit tout recours, qui vous dit vous ne pourrez faire de recours que lorsque je vous aurai condamné. Mais une fois condamné, vous êtes en prison. Et vous allez demander à la Cour de cassation alors que vous êtes en prison depuis 5 ans. Cette cour est anormale. Et en ce moment, je dis, il faut arrêter cette cour. Je l'ai arrêtée. Il reste le délit. Le délit est aussi anormal, mais le temps ne m'était pas permis pour me battre contre tout. Un an après, j'ai quitté le ministère de la Justice. Est-ce que vous en invitez aujourd'hui à la suppression du délit d'enrichissement illicite? Mais oui, bien sûr. Et pourquoi? Je vais vous définir le délit. Il y a quelques jours, je lisais un journal à propos de l'affaire Aïda Ndiongue. Je n'ai pas vu le dossier, je ne sais pas ce qu'il y a dans le dossier, mais je lisais un journal. Le journal écrit que Mme Aïda Ndiongue est invitée devant la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Et quelqu'un dit, elle n'était pas agent de l'État. Et il y a quelqu'un qui répond dans le journal, mais elle a reçu de l'argent qui est passé par le trésor public. Je dis tout de suite à mon ami Félix Sow, mais monsieur Moussa, si vous êtes avocat de l'État, vous avez reçu de l'argent qui vient du trésor public, dans un contrat qui vous lie avec l'État. Donc on peut demain vous dire, monsieur, justifié devant la Cour de répression de l'enrichissement illicite. La loi ne le prévoit pas. Cette loi ne prévoit pas du tout que parce qu'on a reçu de l'argent de l'État,
on peut être soumis à la Cour de répression de l'enrichissement illicite, mais je vais plus loin. La définition du délit d'enrichissement illicite est telle que tous les fonctionnaires, tous les agents de l'État sont dans l'insécurité totale. Et pourquoi? On vous dit, monsieur, aujourd'hui, vous avez 3 maisons et une voiture. Votre cousin, votre voisin a écrit une lettre. D'où viennent ces 2 maisons et cette voiture? Vous dites, mais je les ai achetées. D'où vient l'argent? Mais l'argent vient de tel travail que j'ai fait. Et j'amène tous les documents qui montrent que j'ai fait ce travail. Et vous dites, mais vous ne deviez pas faire ce travail, c'est illicite. Allons plus loin. Je suis parti en Chine. J'ai une combine là-bas avec un ami qui m'a donné un diamant. On l'a vendu là-bas. Je suis revenu avec 300 millions de francs CFA. Je suis cuisinier du directeur de la Senelec. Je suis cuisinier du directeur de la Senelec, mais je suis payé par la Senelec. Ce cuisinier-là du directeur de la Senelec, cet agent de la Senelec qui va couper le courant, cette femme de ménage employée par la LONASE, et vous, journaliste à la RTS, vous avez un diamant qu'on vous a donné en Chine, vous l'avez vendu en Chine, vous êtes venu avec votre argent, on vous dit, la maison que vous venez d'acheter, d'où ça vient? Vous dites, mais c'est parce que j'ai vendu un diamant. On me dit, mais vous ne devez pas vendre un diamant, c'est pas licite. Oui, mais Alors, voilà, vous êtes monsieur. en mesure de justifier ces richesses. C'est la chose la plus anormale dans une société civilisée. Comment ça? C'est pour des raisons de transparence. Mais c'est pas vrai, c'est faux. C'est une dictature. Ah bon? Je peux ne pas partager votre point de vue, monsieur. On est en démocratie, dans une société de liberté. Dans une société de liberté, vous n'avez à poursuivre personne, sauf lorsque vous le voyez commettre un délit. Sinon, on est dans une société de dictature. Adolf Hitler a fait ça. Il a voté une loi pour dire, je vais pourchasser. Vous pourchassez qui? En pourchassant, vous allez trouver. On ne pourchasse pas dans une société de liberté, dans une société de démocratie. Chacun a le droit et doit avoir même le devoir, je dis bien, de travailler, de gagner sa vie et de nourrir sa famille. Maintenant, si en exerçant ce droit, en accomplissant ce devoir, on trouve que vous avez fait un acte délictuel prévu par le code pénal, qui vise d'un bout à l'autre tous les délits poursuivables, mais on vous poursuit pour ce délit. Donc vous pensez que s'enrichir est devenu un délit au Sénégal? S'enrichir doit être la chose la plus normale pour une société quelconque. Même si c'est de manière illicite. Mais encore faudrait-il, la licéité ne peut pas être présumée. La licéité est un mot moral, ne peut pas être posé dans une société. Vous êtes tous des illicites. Allez aux États-Unis et dites-moi qui est licite. Dites-moi qui est licite aux États-Unis, monsieur. Comparaison n'est pas raison. Je fais une comparaison. Parce que c'est là-bas où on va chercher l'argent pour développer notre pays. C'est faux. Comparaison et raison. Récemment, notre président de la République est parti en France. Ici, assis en face de personnes qui lui ont prêté de l'argent pour notre pays, que nos enfants vont payer et nos petits-enfants. Vous dites que comparaison n'est pas raison. Comparaison est plus que raison. Je ne partage pas votre point de vue. Oui, vous êtes libre de ne pas partager mon point de vue. Vous êtes libre aussi de ne pas partager le mien. La justice américaine, par exemple, voilà, a des instruments permettant de lutter contre l'enrichissement illicite. Non, l'enrichissement illicite n'existe pas aux États-Unis comme délit. De lutter contre les fraudes, contre les délits, contre les crimes. Mais pas l'enrichissement illicite comme délit. En France, il n'y a pas de délit d'enrichissement illicite. Mais il y a tous les instruments pour lutter contre les crimes. Absolument. Oui, mais à condition que vous ayez commis un crime. On ne présume pas de crime. Mais quelqu'un qui commet un délit, quelqu'un qui a volé, on l'arrête. Quelqu'un qui a détourné l'argent de son pays, on l'arrête. Quelqu'un qui a été corrompu, on l'arrête. C'est ce qu'on est en train de faire au non, Sénégal. C'est faux. On a présumé que toute personne qui a de l'argent est un voyou. C'est ça qui est contraire à la démocratie et aux droits de l'homme. Et à la liberté dans une société oui, qui veut ça progresser. c'est vous qui le dites. Mais je le dis. Mais la loi ne le dit pas. Mais la loi est mauvaise. N'ai-je pas le droit? Oui, c'est votre appréciation de la loi. Mais c'est parce que j'ai les autres, elle est bonne. C'est parce que j'ai apprécié qu'elle est mauvaise que j'ai supprimé la treillis, monsieur. Il ne faut pas me faire dériver de mon chemin. C'est parce que j'ai apprécié qu'elle est mauvaise, que l'instrument pour appliquer la loi est mauvaise, que j'ai supprimé, est mauvais, que j'ai supprimé la treillis. Si j'avais eu le temps, j'aurais supprimé cette loi. Parce que tout ce qui se trouve, toutes les raisons pour lesquelles on a mis cette loi se trouvent dans le code pénal. Si vous dites que monsieur Pierre-Edouard Faye est un corrompu, mais prouvez qu'il est corrompu, mettez-le en prison. Moi, je suis prêt à le mettre en prison tout de suite. J'assume mes responsabilités. Vous dites que quelqu'un a détourné le denier public, prouvez qu'il l'a détourné, je le mets en prison tout de suite. Mais vous pouvez dire, monsieur, venez justifier, puis encore, allons plus loin. L'origine licite des ressources et de votre train de vie. Alors, vous avez une femme, je parle d'une femme d'ailleurs, même pas avoir une femme quelconque, parce que les femmes travaillent aussi dans l'État. Toutes les femmes qui travaillent dans l'administration du Sénégal, qui font tous les 2 ans un petit voyage, Las Palmas, Maroc, France, États-Unis, dont les salaires sont faibles et qui, par ces petits commerces-là, arrivent à nourrir
leur mère, leur père, leurs enfants, leurs petites sœurs, ce que l'État doit faire et ne fait pas. Arrivent à soigner leurs cousins et leurs tantes, ce que l'État doit faire et ne fait pas. Ces femmes-là, parce qu'elle est agent de l'État, vous dites un jour, monsieur, madame, votre train de vie. Votre train de vie, c'est-à-dire vous avez nourri votre frère, vous avez soigné votre cousine, vous avez donné un billet de marque à votre tante. Ça, c'est votre train de vie. Justifiez l'origine de ces ressources, sinon je vous mets en prison. Vous croyez que ça, c'est une loi? Les lois sont l'instrument de fonctionnement d'une société humaine. L'Assemblée nationale vote les lois au nom du peuple sénégalais. Et l'Assemblée nationale est constituée par des personnes désignées par le peuple sénégalais. Et quand ces personnes y vont au nom de ce peuple, ils doivent voter des lois qui correspondent à ce peuple, à son aspiration et à sa liberté. Oui. Que répondez-vous à un certain maître Mbaye Jacques Diop quand il dit qu'une loi mise en veilleuse ne signifie pas une loi supprimée? Vous avez dit un certain maître Mbaye Jacques Diop. Moi, je dirais un certain juriste, parce qu'il a été présenté dans le journal comme un juriste. J'aurais aimé n'avoir pas à citer le nom, mais c'est vous qui l'avez cité, je suis vraiment navré. Mon étudiant en droit, M. Mbaye Jacques Diop, a prétendu que je suis présomptueux. Mon étudiant en droit n'est pas un juriste. Mon étudiant en droit est un expert commercial. C'est une... Cheikh Sidi Hadji Malick nee na boo buggee xam ko am xam-xam na nga lay borom xam-xam yi. Allez dans tous les palais de justice du Sénégal, mettez maître Mbaye Jacques Diop sur un plateau et maître Doudou Ndoye sur un autre plateau sur le droit, les gens fermeront les yeux. Donc soyons sérieux, je vais vous répondre. Alors, voici un monsieur. Oui. Ah non? Pourtant, il est sérieux quand il le dit. Il n'est pas sérieux quand il le dit, parce qu'il ne sait pas de quoi il parle. Il n'en connaît rien, il n'est pas juriste. Il était mon étudiant en droit, je connais ses limites. Il est expert commercial. Monsieur, écoutez, soyez humble dans la vie. L'homme doit être modeste et humble. Moi, en 1972, j'étais déjà titulaire, écoutez bien, du probatoire au diplôme d'études comptables supérieures. Et il est là, dans mes papiers. En 1972, j'étais inspecteur des impôts, fiscalité des entreprises et major de ma promotion. Monsieur, je ne discuterai jamais, aujourd'hui, avec un expert comptable des fondamentaux du CISCOA. Écoutez bien, du CISCOA. C'est important ce que je dis. Il faut être humble. Je ne discuterai jamais, je dis, avec un expert comptable des fondamentaux du CISCOA. Je ne discuterai jamais avec un inspecteur des impôts aujourd'hui sur sa technique de vérification approfondie de la fiscalité. Mbaye Jacques Diop, qui n'est que expert commercial, qui n'a jamais eu les qualifications d'un juriste, en tout cas il n'a pas... Voici les revues dans lesquelles les juristes écrivent leur savoir. Donnez-moi une seule revue de droit dans l'histoire de l'humanité francophone où M. Mbaye Jacques Diop a écrit un article de doctrine approfondi. Où Maître Moussa Félix Sow a écrit un article de doctrine approfondi. Il y a aussi Maître Ousmane Seye. Ou M. Ousmane Seye, qui est devenu avocat en 1900... je vais vous dire en 1985. Félix Sow, c'était en 81. Ousmane Seye, en 1985, il était stagiaire. Il débutait. Il débutait dans le cabinet de Mamba Signang. Maître Mamba Signang est arrivé au barreau du Sénégal sur recommandation de Léopold Sédar Senghor, chez Maître Gilbert Charles Dano. La première femme noire, avocate au Sénégal, accueillie par Doudou Ndoye, premier avocat stagiaire noir reçu par un cabinet de Gilbert Charles Dano en blanc. Et avec l'accord de Dano et de Senghor, j'ai accueilli ma sœur, mon amie, l'une des plus grandes dames du droit africain dans notre cabinet et j'ai assuré une partie de sa formation. Et c'est Mambassine qui a accueilli en 1985 Maître Ousmane Ngom, mais je n'ajoute pas. Ousmane Seye. Seye, Oui. je n'ajoute pas. En disant simplement, je demande à Maître Ousmane Seye d'apprendre à faire partie de la société des savants du droit. Parce que les savants du droit sont les professeurs Ibrahima Fall, les professeurs Seydou Madanissi, les professeurs Babacar Gueye, les professeurs Abdoulaye Sakho, je parle du Sénégal. Oui. Attends, c'est important. Oui, mais nul n'a le monopole de la science infuse. Hein? Ben non, tout le monde. En matière de médecine, ceux qui font la science du cœur ont le monopole de la science du cœur. En matière de médecine, ceux qui font les yeux ont le monopole de la science des yeux. Si vous ne reconnaissez pas ça, monsieur, tant pis pour vous. Mais en droit, tout le monde est loisible d'apprendre c'est absolument et de faux. connaître. Mais en médecine, tout le monde est loisible d'apprendre et de connaître aussi. En chauffeur d'automobile, tout le monde est loisible d'apprendre et de connaître. Même... En droit, c'est des textes qu'on étudie. Mais c'est là où ils sont nuls, parce que les textes, il faut aller les chercher. Quand ils me disent
Quand ils me disent qu'il faut une loi, mais je dis oui, il y a une loi. Pourquoi ils ne m'ont pas dit apporter la loi? Mais moi j'apporte la loi, il est là. La loi dit. Ce pas des savants, ils connaissent rien à ce qu'ils disent. Ah bon? Je l'affirme. Moussa Sow sait de quoi je parle. Ousmane Sey sait de quoi je parle. Allez au palais de justice, voyez tous les juristes du Sénégal, ils savent de quoi je parle quand je dis qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Je suis très clair, affirmatif. Je ne voulais pas citer des noms, c'est vous qui l'avez apporté. Oui, ce débat. c'est pour éclairer, c'est pour l'intérêt du débat. Mais nous allons ce n'est pas un débat, nous allons progresser un peu, maître. Ce n'est pas un débat, c'est une formation. Absolument. Donc retenez que le Sénégal retient, et tous les Sénégalais, je dis, étudiants en droit, professeurs, avocats, magistrats, greffiers, qu'ils aillent chercher la loi 84-19 du 2 février 1984, qu'ils lisent l'article 1er, qu'ils lisent l'article 3, qu'ils lisent l'article 15, ils sauront parfaitement qu'il n'y a pas une juridiction qui s'appelle la CREI au Sénégal depuis 1980. Oui. Et j'ajoute que la loi organique qui a organisé la magistrature du Sénégal, je n'étais plus là, moi. C'était en 1992, monsieur. Je n'étais plus ministre de la Justice, donc c'est pas moi, ça. En 1992, M. Keba Mbaye était président du Conseil constitutionnel. Avec M. Youssouf Faye Ndiaye, je crois, président de la Cour de cassation. Les plus grands magistrats du Sénégal indépendant. Et pourtant, ils ont fait le statut de la magistrature. Ils ont cité toutes les juridictions concernées. Toutes les juridictions ont envoyé des magistrats. Il n'y a pas la CREI. Oui. Alors, messieurs, pour progresser, la chose, avant de progresser... Oui, nous allons progresser un peu, mais nous allons rester sur le sujet. En fait, ce qui pourrait étonner ici, c'est le timing, le moment que vous avez choisi pour faire votre sortie. Il y a des gens qui sont en prison depuis bientôt 1 an et on ne vous a pas entendu. Pourquoi seulement maintenant? Il fallait commencer par là. Si vous aviez commencé par là, ils n'auraient pas eu leur leçon en plein public. Parce que c'est la question de départ. Ah, mais vous ne l'avez pas posé au départ. Absolument, je l'ai posé. Vous avez... ces gars-là, ces petits avocats, petits juristes pseudo, n'auraient pas reçu leur leçon en public. C'est quand même vos confrères. Hein? Mais mes confrères sont mes élèves. Pourquoi l'un me traite de pétentiaire que j'étais son professeur? Les autres, je les ai formés ici, j'ai formé ceux qui les ont formés. Et ils ne savent pas de quoi ils parlent. Voilà. Les avocats du Sénégal vont témoigner. Est-ce qu'ils savent ce qu'ils parlent quand moi je parle de droit? Timing, pourquoi seulement maintenant? Mais je vais aller plus loin. Je vais vous dire quelque chose de fondamentalement important, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Écoutez, aujourd'hui, M. Moussa Félix Sow est avocat du Sénégal. Tout le monde est avocat du Sénégal. Je l'ai été avant lui, t'inquiète pas. Avocat de l'État, tous les avocats l'ont été. Quand il y a un dossier, on donne à un. Il y en a un autre, on donne à un. Il n'est pas l'avocat du Sénégal. Il est l'avocat de l'État dans l'affaire d'enrichissement illicite. Mais allons plus loin. Mais en matière d'enrichissement illicite, l'État n'a pas le droit d'avoir un avocat. Je ne l'ai pas dit, mais je vous le dis. Et pourtant, lui, il ne le sait pas. Il est avocat de l'État, il encaisse de l'argent de l'État, il ne sait pas qu'il n'a pas le droit d'être avocat de l'État. Donc il est hors la loi. Ah, je n'ai pas dit. Les avocats sont hors la loi. Non, hors la loi, c'est avoir commis un délit. Je n'ai pas dit qu'il a commis un délit. Hors la loi, c'est une expression vulgaire et banale du Far West du 14e ou du 15e ou du 18e siècle. Ils sont quoi alors? Mais il est avocat de l'État, il est en train de polluer une procédure dans laquelle il n'a pas sa place. Et je vais vous dire pourquoi. Dans le droit, c'est plus le pourquoi qui compte, ce n'est pas d'avoir dit. Moi, je dis, j'explique, je démontre. Eux, ils disent. Eux, ils disent. Moi, je dis, j'explique, je démontre. Laissez-moi démontrer. Je dis quelque chose de sérieux. Je vais dire quelque chose de très sérieux. Laissez-moi le démontrer. Pour tout ce qui concerne l'État et la nation, parce que l'État n'est pas la nation. La société sénégalaise, ce n'est pas l'État. Et c'est la confusion que vous faites tous. C'est pourquoi nos pays sont des pays de dictature. Vous confondez l'État, qui est une personne morale, chargée d'administrer les biens de la société, et chargée de conduire la nation vers son bonheur. Ce sont deux concepts de sociologie et un concept juridique qu'on confond et qui créent les dictatures dans nos pays. Je vais vous dire, le Code pénal a cité des délits, articles 152 à 155 du Code pénal. Tous ces délits-là concernent des biens publics qui appartiennent à l'État, aux sociétés nationales, aux établissements publics et à tous les organismes relevant de l'État. Dans tous ces délits, il est dit, vous serez condamné à une peine de prison et à une peine d'amende. L'amende est une peine, comme la prison. Et vous serez condamné à rembourser à la personne concernée l'argent que vous avez pris. La personne concernée, c'est l'État, les établissements publics, etc. D'autres délits arrivent, ce qu'on appelle les délits financiers contre la société. C'est dans ces délits-là que se trouve l'enrichissement illicite. Vous verrez que dans ces 7 délits contre la société,
On dit, vous êtes condamné à une peine de prison, à une amende. Mais jamais on dit, vous êtes condamné à rembourser l'argent. Pourquoi? En matière d'enrichissement illicite. Je vais en Chine, je me prostitue là-bas, je gagne de l'argent. Je viens au Sénégal, je suis fonctionnaire, j'achète des immeubles, mais c'est l'argent de la Chine, ce n'est pas l'argent du Sénégal. Mais la société sénégalaise dit, c'est immoral, vous n'aviez pas à faire ça. Et l'État, représentant les intérêts de la société, vous poursuit au nom de la société. Et c'est le procureur qui représente la société, ce n'est pas un avocat. Ce n'est pas l'agent judiciaire de l'État non plus. C'est pourquoi il n'y a pas de condamnation à rembourser. Et quand il n'y a pas de condamnation à rembourser, il n'y a pas de partie civile. Or, l'État se fait partie civile avec un avocat qui ne connaît même pas les limites du délit d'enrichissement illicite. Et l'État fait des médiations pénales pour recevoir de l'argent qui n'est pas son argent. On ne peut faire de médiation pénale que lorsqu'il y a un délit qui porte atteinte à votre patrimoine. Partie civile. L'État, partie civile, on vole son argent. Moi, partie civile, on vole mon argent. Mais ici, je me suis prostitué en Chine. Je n'ai volé l'argent de personne au Sénégal. Et on me punit sur le plan moral pour l'avoir fait. Et il ne peut pas y avoir de partie civile, ni de médiation pénale, ni d'avocat. Et la cause et la gravité de ça, c'est quoi? C'est qu'un avocat qui va participer à toutes les procédures d'information, qui va influencer la procédure alors qu'il n'a pas le droit d'être là-bas. Mais c'est son problème, je le lui apprends. Donc il s'enrichissent illicitement, tous les avocats qui défendent l'État. C'est vous qui avez dit ça, je ne l'ai pas dit. C'est une question. Mais je ne réponds pas à la question. Mais je vous dis êtes libre de ne pas répondre à cette question. C'est mon droit, je dis je me devais de poser. Je laisse aux juristes du Sénégal, à ceux qui sont concernés, le soin d'en tirer toutes les conséquences de droit. Alors, voilà encore des personnes qui rentrent dans une cause qui n'est pas la leur, parce qu'on est dans une cause scientifique qui les dépasse. Et malheureusement, moi, ils m'ont donné l'impression, franchement, excuse-moi, je termine là et je reviens à votre question. Ils m'ont donné l'impression un peu que Nicolas Sarkozy, le pauvre Nicolas, le grand Nicolas, a eu raison lorsqu'il est venu nous provoquer ici. Nicolas est venu nous dire, messieurs, on a l'impression que vous n'êtes pas dans l'histoire, que vous ne faites pas partie de l'histoire. Les Africains sont levés, ils l'ont tapé dessus. Oui, ils l'ont tapé dessus parce qu'il est venu le dire chez nous. Mais moi, est-ce que je ne suis pas porté à dire la même chose? Parce que... Ah oui. Oui, si l'homme noir n'est pas suffisamment entré dans l'histoire. Mais c'est vous qui le dites. C'est ce qu'a dit Nicolas Sarkozy en tout cas. Mais laissez-moi expliquer ce que je crois et ce que je pense. Vous savez, Lucie était africaine. Lucie était africaine. On ne peut pas dire que l'homme noir ne fait pas partie de l'histoire. Il y a deux façons de voir l'histoire. L'histoire des faits. L'histoire événementielle. Lucie est prouvée comme étant née en Afrique. L'arbre est là. Le grand-père est là. La traite des Noirs est là. On ne peut pas dire qu'on n'est pas dans l'histoire. C'est pas vrai. Mais, par contre, est-ce que nous faisons, nous, référence à l'histoire dans notre comportement? Est-ce que nous allons étudier l'histoire pour en faire un instrument de notre comportement? Écoutez, si ces jeunes avocats qui n'étaient pas là quand je faisais abroger la loi sur la CREI étaient des scientifiques du droit, et comme tous les scientifiques du droit, ils auraient cherché, depuis la naissance du Sénégal, tous les textes qui leur auraient permis d'avoir une opinion. Mais comme l'Africain ne va jamais derrière, il vit le présent. Mais ils ont vécu le présent. Dans le présent, ils n'ont vu aucune loi à l'Assemblée nationale, c'est vrai. Mais moi, je ne vis jamais le présent. Je vais chercher l'histoire de l'Afrique il y a 2000 ans. Je vais chercher l'histoire du droit africain il y a 3 siècles. Pour expliquer la règle de droit d'aujourd'hui. Okay. Alors, répondez enfin à la question, pourquoi avoir choisi ce moment précis pour faire votre sortie? Monsieur, depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, je travaille 10 à 12 heures par jour minimum. Je travaille 10 à 12 heures par jour et je dis minimum, dimanche compris. Ce qui signifie quoi pour vous? Ce qui signifie que je fais beaucoup de choses et que je n'ai pas le temps de m'occuper de tout en même temps. Et puis ensuite, soyons sages. Une question aussi cruciale. Mais ce n'est pas crucial, il y a des questions beaucoup plus cruciales. Combien de milliers de gens dorment en prison? Est-ce que vous le savez? La moitié n'a jamais rien fait. Qui s'en est occupé? Allez à la prison de Rebeuss. Posez la question aux prisonniers. Ils vont vous dire combien de gens dorment là-bas qui n'ont jamais rien fait, qu'on n'a même pas interrogé depuis des années. Donc c'est seulement aujourd'hui que vous avez eu le temps d'intervenir sur la question? Non, ce n'est pas parce que j'ai eu le temps. Je vais vous dire pourquoi. Et c'est ça qui est intéressant pour le peuple sénégalais. Pourquoi? La fameuse question, pourquoi? Alors, monsieur, depuis 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, un être humain ne peut pas s'occuper de tout, parler de tout. Chacun a sa part dans sa propre vie. Il y a des lois dans un pays, les lois appartiennent à tout le monde.
celui qui est arrêté doit pouvoir se défendre. Celui qui est poursuivi doit pouvoir dire hey, vous me poursuivez, vous n'existez pas, votre loi a été abrogée, ce n'est pas Doundoye à le faire à votre place. On ne peut pas tout faire. Mais cependant, il y a des moments où une question peut se poser qui éveille, qui interpelle toute la nation. J'ai appris que le 5 mars 2014, le Conseil constitutionnel du Sénégal a rendu un arrêt à propos de l'affaire Karim Wade. Absolument. J'ai été chercher l'arrêt. Et pourquoi j'ai été chercher l'arrêt? La décision. Écoutez, monsieur, les professeurs d'université savent de quoi je parle. Pour quand même permettre à nos jeunes d'être des juristes, il faut prendre les grandes décisions de justice, les commenter en séance de travaux dirigés. C'est ça le fondement même de l'enseignement, de la science. Le droit, ce n'est pas la loi. La loi, c'est une partie du droit. Si vous voulez faire du droit, vous devez connaître toutes les décisions de justice d'ailleurs. Connaître les lois, les décisions de justice, la coutume, la jurisprudence, les règles, les décrets, les arrêtés. C'est cet ensemble qui fait votre situation juridique là où vous êtes assis. Alors, lorsqu'une décision du Conseil constitutionnel arrive, mais il faut l'étudier, tout le monde doit l'étudier. Alors, en l'étudiant, je regarde notre Constitution, elle est là. Il faut m'écouter, hein, monsieur. C'est important. Notre Constitution dit que le président de la République du Sénégal prête serment. Et quel est le serment du président de la République? D'abord, je jure d'observer, comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois, le reste arrive. Alors, quand le premier serment du chef de l'État du Sénégal est de faire respecter la Constitution, et qu'on a donné au Conseil constitutionnel le soin de faire respecter la Constitution aussi, quand le Conseil constitutionnel se prononce, c'est toute la nation qui est interpellée. Parce que c'est notre Constitution qui établit nos libertés. C'est notre Constitution qui vous permet aujourd'hui de faire ce que vous faites. Alors, le Conseil constitutionnel ayant rendu une décision, je l'ai étudiée. Mais l'ayant étudiée, je me suis dit, mais tiens, quelle est cette histoire? Mais le Conseil constitutionnel vient de faire une erreur gravissime. Ah oui, il a violé la loi? Non, il a méconnu, il n'a pas connu la loi. Il n'a pas violé, s'il l'avait connu, il n'aurait pas violé. On viole une loi qu'on connaît. Mais le Conseil constitutionnel, malheureusement, cette fois-ci, ne connaissait pas la loi. Il s'est trompé de bonne foi. Oui, il ne savait même pas que la loi existait. C'est ça le problème, il ne savait. Les membres du Conseil... C'est grave à ce niveau. Oui, mais c'est très grave, c'est un manque de documentation. C'est pour ça, moi, je suis toujours présent. Parce que je suis documenté. Je suis toujours présent. Regardez ce qui est en face de vous. Donnez-moi 2 heures, vous allez voir. Je suis toujours présent. Je suis documenté. Oui, malheureusement, on n'aura pas le temps. Le Conseil constitutionnel manque de documentation. Le Conseil constitutionnel... Le Conseil constitutionnel... Oh là là, le droit ne va jamais vite, monsieur. Nous ne sommes pas en droit, nous sommes dans une émission... je ne suis pas en politique. Je ne suis pas en politique. Je vous ai suffisamment donné le temps pour... Vous me posez une question de droit, je ne suis pas en politique. Je regrette. Je dis ce que je peux, comme je le veux. Oui, j'ai une capacité d'écoute. Ça, c'est du droit. C'est le peuple qui doit comprendre. Vous avez compris. Je veux que le peuple comprenne. Le Conseil constitutionnel dit que l'ordonnance de 1997 qui lui donne le droit, dit que cette ordonnance lui donne le droit de recevoir le dossier Karim Wade et de juger en matière d'exception d'inconstitutionnalité. Or, l'exception d'inconstitutionnalité a été supprimée par la Constitution du Sénégal. La Constitution du Sénégal elle-même en 2008, loi constitutionnelle de 2008, a supprimé l'exception d'inconstitutionnalité. Et que la Cour suprême qui vise des lois supprimées, et je dis bien supprimées, encore une fois de plus, comme la CREI supprimée, le Conseil constitutionnel vise des lois supprimées et rentre dans le dossier Karim Wade pour en tirer des développements. Oui. Alors je dis, à partir de ce moment, je suis interpellé parce que ces lois supprimées, et je vais vous dire quelque chose de sérieux, c'est nous qui avons obtenu leur existence. En 1992, le 5 mars 1992, avec d'autres personnes, hein, pas moi tout seul, mais je vous cite ce que j'ai écrit. Le 5 mars 1992, j'ai écrit un article pour dire l'Assemblée nationale, et pourtant j'étais du Parti socialiste, avec Abdou Diouf, mais il me connaît. Votre Assemblée nationale vous est dévouée. Vote toutes les lois les plus scélérates que vous votez. Et seule votre Assemblée nationale peut aller devant le Conseil constitutionnel. Par conséquent, je veux que le peuple, le citoyen, Pierre-Edouard Faye, Doundoye, et tout cela puisse attaquer une loi qui est contraire à ses droits constitutionnels. Voilà. Maintenant... Et Abdoulaye Wade, qui a supprimé ça en 2008, et le Conseil constitutionnel ne sait pas que c'est supprimé, alors que la suppression est dans la Constitution du Sénégal. Okay. Alors, à partir de ce moment où je fais un commentaire d'arrêt, et c'est là où je veux que ces petits avocats-là
Je dis petits avocats, parce qu'un avocat respectueux... Le qualifié de petit. Petits avocats. C'est mon point de vue, ce que je leur dis face à face, ils me connaissent. Ousmane Sey, Félix Sow, je dis petits avocats par rapport à moi. Je suis très clair. Je suis de nature à assurer leur formation. Mais ce que je leur reproche, ce n'est pas d'avoir pris une opinion. Ce que je leur reproche, c'est de n'avoir pas été chercher toutes les lois, de les analyser et de dire, Doudou Ndoye, vous avez dit article tel, cet article ne dit pas ça. Vous avez dit article tel, cet article ne dit pas ça. C'est comme ça qu'on discute. C'est pas de dire, ouais, il faut une loi. Mais il faut une loi, je dis qu'il y a une loi. Ok. Maintenant, quelles conséquences doit-on tirer de cette suppression de la loi? Par exemple... De quoi? De la CREI? De la CREI, libérer toutes les personnes qui ont été interpellées dans ce cadre? En tout cas, si j'étais président de la République du Sénégal, j'assumerais mon serment de faire respecter la constitution de mon pays. Je ferai libérer tout le monde. Oui. Les chefs d'État du monde entier ont fait des choses beaucoup plus importantes. Et c'est cela qui fera sa grandeur. Dans une nation civilisée, les dirigeants doivent faire acte de grandeur à tout moment. Et vous invitez Macky Sall à œuvrer dans ce sens? Je lui fais... Je fais plus qu'inviter. Je lui dis, Monsieur le Président de la République, vous savez ce que je suis, ce que j'ai été pour vous, et ce que je serai toujours pour vous. Votre nation s'est trompée. Vous n'êtes pas un homme de droit. Il n'est pas un homme de droit. Je ne suis pas un ingénieur géologue. Mais il est encadré par... Il n'est pas un homme de droit. Ceux qui l'ont encadré sont trompés. S'il travaillait autant que nous, autant que d'autres, ils ne se seraient pas trompés. C'est clair. Ceux qui l'ont encadré se sont tous trompés. Vous n'êtes pas un homme de droit. Ceux qui vous ont encadré se sont trompés. Ils vous ont amené à vous tromper vous-même. Ce n'est pas votre faute. Vous êtes un homme d'État. Un homme d'État doit être à la mesure de l'État chaque fois qu'une question grave se pose. Voilà ce que je lui dis. Mais le gouvernement est trop engagé. Je ne parle pas du gouvernement, je parle du président de la République. Oui, c'est lui le chef du gouvernement. Et son gouvernement est trop engagé dans cette traque pour reculer. Monsieur, vous savez, Honoré de Balzac nous disait dans son roman qu'il préfère traquer un être humain que traquer les loups et les animaux dans la bergerie. Mais Victor Hugo a montré que la traque de Jean Valjean, ancien détenu évadé, qui se battait pour protéger une orpheline, que la traque de Jean Valjean par l'inspecteur Jabert a fini par le suicide de l'inspecteur Jabert lui-même. On ne traque pas ses concitoyens, on les gouverne. Et le pape Jean-Paul II, en l'an 2001, 1991, fêtant l'anniversaire de Rerum Novarum. Vous êtes catholique? L'encyclique du pape Léon XIII, 1892, Jean-Paul II disait, et il s'adressait au fond à nos relations avec la nature, mais moi je le transpose à nos relations avec les hommes. Il ne faut pas traquer la nature, il faut gouverner la nature. Il faut accompagner Dieu et ne pas chercher à le remplacer. Et Jean-Paul II disait, le pire des choses, c'est de faire des êtres humains des hommes de masse. Il faut être à la mesure de ce qui vous est confié, qui ne se trompe pas. Un gouvernement est le gouvernement du président Macky Sall. C'est Macky Sall que nous avons porté à la présidence de la République. Écoutez, avant que Abdoulaye Wade n'aille se faire battre, j'étais dans son parti. Nous étions au Palais de la République à 20 h. Je pouvais ne jamais en ressortir. J'étais le seul. Et Dieu sait que je ne suis pas l'ami d'Idriss Seck, bien que j'ai été son avocat, mais ami au sens de gens qui se fréquentent. Mais on a de bons rapports. Mais j'étais le seul en dehors de son conflit avec Idriss Seck à lui dire face à face, Monsieur le Président de la République, je ne vote pas pour vous, pour que vous soyez candidat. Moi, je ne vote pas pour quelqu'un qui ne s'est pas expliqué devant moi et vous n'avez pas le droit d'être candidat. Okay. Je vais aller plus loin. Je ne raconte pas ça pour le plaisir de raconter un détail. Ça, c'est un détail. Mais ce qui est le plus important, c'est l'ordre républicain. C'est parce que, et souvenez-vous bien de cela, nous avons mené, nous, les hommes de droit fondamentaux et les organisations de défense des droits de l'homme, que nous avons lutté le combat contre la candidature d'Abdoulaye Wade, le combat scientifique, le combat juridique, qu'Abdoulaye Wade a été affaibli, que le peuple sénégalais a compris que ce président
était en train d'abuser de nos lois et de notre constitution. Et que Macky Sall, devenu candidat par la suite, a trouvé un terrain fertile. Donc je ne crois pas que Macky Sall soit président, ait été président de la République seulement parce que son parti, ou Macky 2012, l'ont accompagné. Il est devenu président de la République parce que nous avons préparé le peuple sénégalais. Si vous faites refuser à Macky Sall l'histoire, vous le ferez échouer l'avenir. Je l'affirme, écrivez-le. Il est sur le point d'échouer? Non, j'ai dit, si vous lui faites refuser l'histoire, il échouera l'avenir. Je l'affirme, écrivez-le. Ok. Et l'histoire... On échoue l'avenir, on réchoue l'avenir quand on refuse l'histoire. Ok. Nous allons progresser un peu, Maître Doudou Ndoye. Vous avez été à la tête de la commission de la réforme foncière, laquelle commission que vous avez quittée il y a quelques mois. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement les raisons qui ont fondé votre acte? J'ai écrit plusieurs livres, des dizaines d'articles en matière de droit foncier, bien avant même de connaître M. Macky Sall. Je suis un scientifique du droit et de l'histoire du droit. C'est votre passion, le foncier? Non, ce n'est pas ma passion, non. Non. Je suis un citoyen. C'est l'un des instruments d'aliénation de notre peuple, c'est tout. Le jour que notre peuple sera désaliéné, je n'aurai pas de passion. Moi, ma passion, c'est la natation, c'est le football, c'est la vie avec ma famille. Voilà. Je n'ai de passion que chez moi. Mais j'ai une conscience de l'histoire de mon pays et je combats ça. J'ai toujours écrit, j'ai toujours développé, j'ai toujours défendu les idées que, à travers la colonisation, l'accaparement de nos terres et par le droit colonial, nos peuples ont perdu toute chance de développement. Et c'est ce droit colonial dont nous avons hérité, que nous continuons à appliquer jusqu'à ce jour-là, en l'appelant droit sénégalais. Je peux le prouver. On a pris les décrets de 1906, décret de 1932, devenu décret de 1932. On l'a photocopié, tout simplement. On a remplacé le gouverneur par président de la République. On remplace l'administrateur des colonies par directeur de l'enregistrement. Et on nous dit, voici la réforme foncière du Sénégal, la nouvelle loi qui fait le foncier du Sénégal. Je dis, mais vous continuez à nous coloniser. Vous, Africains noirs, vous colonisez votre propre peuple. Donc ça doit changer. Okay. Pourquoi vous avez quitté la commission? Pourquoi je suis arrivé d'abord avant de quitter? Parce que je suis en train de vous dire ce que j'ai fait avant l'arrivée de Macky Sall dans ce domaine-là. Ce que j'ai toujours fait. Ce que j'ai toujours défendu. Ce que j'ai toujours dit publiquement. Alors, le président Macky Sall m'a demandé d'étudier une façon de régler les problèmes fonciers. C'est moi qui ai créé l'expression et le nom Commission nationale de réforme foncière. C'est moi qui ai créé le nom. C'est moi qui ai créé l'enveloppe. C'est moi qui ai tout écrit de ma main. C'est moi qui ai rempli l'enveloppe. C'est moi qui ai cherché toutes les personnes qui en font partie. Donc, j'ai créé une commission pour mon président. Pour faire de lui le premier président africain qui aura libéré son peuple des contraintes du colonialisme. Je suis affirmatif. En tout cas dans ce domaine. Maintenant, nous avons commencé à travailler. Il fallait un budget. La commission comportait 90 personnes. Aucune personne parmi ces 90 n'a reçu 1 litre d'essence pour se déplacer pour venir à une réunion. Aucune personne parmi ces 90 n'a reçu 1 centime pour se déplacer pour venir en réunion. Tous les frais qui ont été faits pour les personnes viennent de mon travail personnel. Et je ne le regrette pas. Je ne le regrette pas. Macky Sall le sait à quel point, quand je suis engagé, je suis capable de faire des sacrifices pour mon pays. Je n'insiste pas là-dessus. Je ne le regrette pas, je l'ai fait pour mon président. Parce qu'il est mon président. Je suis très clair. Mais mon président est un homme, il a des limites. Et tout homme qui n'accepte pas ses limites, en tout cas, voilà. Maintenant... va à sa perte. Non, je n'ai pas dit qu'il va à sa perte. En tout cas, tout homme doit accepter ses limites. Oui, je termine la phrase. Moi, je ne l'ai pas terminé, je ne l'ai pas dit. Je ne souhaite pas qu'il ait une perte. Macky, je l'aime beaucoup, je ne veux pas qu'il ait des problèmes quelconques. Mais aussi, je sais défendre mes positions de principe et je les défendrai toute mon existence. Alors, aucun budget, ça c'est clair, c'est fini. Mais ce n'est pas ça qui m'a arrêté, ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas pour les moyens. Mais absolument, qu'est-ce que je... Moi, je peux tout seul faire la commission jusqu'au bout. Cette commission, je peux la diriger seul, sans aucun centime de l'État, jusqu'à accomplir toutes les réformes. Mais quelle est la raison principale de Voilà, c'est la raison qui est importante. Oui. Je dis, diriger cette commission, l'assumer, jusqu'à ce que toutes les réformes soient faites sans demander un seul centime à l'État. Moi, j'ai des bureaux qui m'appartiennent, qui sont chez moi.
J'ai 2 ou 3 voitures qui m'appartiennent, que j'avais mis à sa disposition, que je peux mettre à la disposition de la commission. Je gagne un salaire, je ne vis pas comme un pacha, je n'achète pas de voiture neuve chaque année. Ma voiture est vieille de 10 ans. Or, je peux acheter une voiture neuve tous les 2 ans. Donc, je ne suis pas un homme qui montre une fortune, je m'en contrebalance. Je vis pour mon pays, pour ma famille, pour mon peuple. Alors, donc, ce n'est pas une question d'argent que les gens se trompent. Ce n'est pas une question de budget. C'est une question de comportement et de confiance. C'est une question de conscience, de respect de notre pays et de vos concitoyens et de vos collaborateurs. La première des choses, nous sommes allés à Londres défendre les intérêts de l'Afrique auprès du G8. Et là-bas, il y avait 3 sujets importants devant tous les chefs d'État du monde. Le foncier, les mines et carrières et la fiscalité. Notre président représente l'Afrique. On arrive au foncier, il me présente comme étant le président de la Commission nationale de réforme foncière. Après, en pleine instance, on dit, la parole est donnée au représentant du Sénégal pour exposer les problèmes fonciers du Sénégal. Je me retourne, je vois une dame qui se lève. Une autre s'est levée. Une dame qui se lève, je connais son nom, je ne le dirai pas. Madame Y, qui vient s'asseoir au nom du Sénégal, qui expose toutes les décisions prises par le Sénégal en matière foncière. Et je n'ai rien dit, parce que moi, je suis un vieillard, je vieillis, je sais accepter, je sais regarder, laisser passer. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, le président, bon. Mais ce qui est le plus important, c'est que par la suite, avec tous les travaux que nous avons accomplis, tout ce que le Sénégal a retenu, c'est ce que cette femme avait dit, ce jour-là. Ça veut dire que nous, on nous faisait travailler simplement comme des paravents, des boucs émissaires, des gens. Bon, et en définitive, à la fin de tout, ayant fait autre chose, beaucoup d'autres choses, à la fin de tout cela, j'ai vu qu'en plus, Madame devenue Premier ministre, ministre de la Justice, a organisé une commission bis, photocopiant tout ce que j'ai fait, remplaçant chacun de mes noms par un nom, organisant au même endroit que j'avais organisé sa commission et m'invitant à me faire représenter par une seule, unique personne. Mais écoutez... Il l'aurait fait à quelle fin? Mais c'est son affaire. Les fins des hommes, je ne m'en préoccupe pas. Et vous lui en voulez? Vous savez, et pourquoi? Et pourquoi? Ils ont fait, j'ai dit qu'ils ont fait une option politique peut-être. Mais cette option politique conduira sûrement à quelque chose de différent des intérêts de notre pays. Je ne peux pas en vouloir à une personne. Je dis que cette option politique conduira sans aucun doute dans quelques années, et le peuple le verra, à des choses étrangères à l'intérêt de notre nation. La seule chose que j'ai à faire, moi, c'est de me retirer en gardant l'estime que j'ai pour mon président et en évitant tout malentendu, toute confusion dans nos rapports. Je suis resté dans mon coin, il exerce sa fonction de président de la République, je ne veux pas d'histoire, je continue mon droit tranquillement avec mon expérience. Voilà. Rapidement, les locales, comment elles se présentent-elles au niveau de votre parti, l'UPR? Est-ce que vous allez y aller d'abord seul ou bien en coalition? Non, notre parti ne participera pas du tout seul ou en coalition avec personne, ni seul, ni en coalition aux élections locales. Vous n'irez pas? Mais écoutez, regardez ce qui est en train de se passer dans la réforme territoriale, la réforme du code des collectivités locales. Regardez tout ce qui se dit, tout ce qui se fait. Je ne peux pas. C'est comme pour ce qui concerne la CREI. Par exemple, je ne peux pas apporter mon concours, ma contribution à quelque chose que je juge anormal. Ce qui se passe aujourd'hui et pour l'organisation des futures élections locales, notamment les mairies de Dakar, de Pikine, de Guédiawaye et de Thiès, je ne sais plus, et de Rufisque, c'est des choses anormales. Ah oui. Ah oui, plus qu'anormales. Dans le cadre de la conscience du citoyen, dans le cadre des rôles que la Constitution donne à la citoyenneté. Donc nous, notre parti ne joue plus ce jeu-là. Nous attendons notre destin. Oui. Et pour le cas de la mairie de Dakar, est-ce que vous allez soutenir le candidat sortant, le maire Khalifa Sall? Pour le moment, notre parti ne peut pas, pour l'instant, dire qui il va soutenir et le dire à la télévision maintenant. Donc votre neutralité sera absolue? Ah non, nous n'avons pas dit que notre neutralité sera absolue. Nous ne disons même pas que nous serons neutres. Je dis nous ne serons pas candidats, ni seuls, ni en coalition. Nous soutiendrons, nous ne serons pas neutres. Jamais je ne serai neutre dans les affaires de mon pays. Mais je dis que notre parti ne viendra pas apporter sa candidature à quelque chose que nous considérons comme, encore une fois, une des expressions de l'aliénation de notre peuple. Il faut libérer le peuple sénégalais des contraintes d'une administration. Il faut libérer le peuple sénégalais des contraintes de l'État.
il faut permettre aux Sénégalais de s'exprimer, de travailler, de vivre et de gagner. Ok. Êtes-vous intéressé par les retrouvailles de la famille libérale? Je suis prêt, je dis que je suis prêt à faire don de ma personne, non seulement à la seule famille libérale, mais aux retrouvailles entre tous les Sénégalais. Car l'heure est grave, croyez-moi. Ah bon? Mais l'heure est très grave. Mais le Sénégalais est fatigué. Kéba Mbaye l'a dit en 1981, je le répète, le Sénégalais est fatigué. Écoutez, je vous invite à me suivre pendant une semaine, moi personnellement, à vivre avec moi pendant une semaine, dans toutes les rues du Sénégal, vous verrez comment j'existe. Moi, je suis sur les trottoirs, je suis dans la rue, de jour comme de nuit, pour ma propre existence. Je fréquente tout le monde, le Sénégal le sait. Je suis sur les trottoirs, je suis à la campagne, je suis dans les champs, je suis dans les parcs, tous les jours, avec tout le monde. Je ne suis pas le patron qui est dans une voiture olive teintée. Hein. Faites une enquête. Le peuple saura qui est Doudou Ndoye, le peuple... Les Sénégalais sont fatigués. Vous fondez sur quoi? Mais tout le monde est chôme, tout le monde chôme. Tous les enfants sont des chômeurs. Toutes les femmes sont des chômeurs. Personne n'a de revenus suffisants. Personne n'a de perspective de travail. Et les enfants naissent. Et les enfants naissent. Et les enfants naissent. Ne vous fermez pas les yeux, ne vous voilez pas la face. Notre pays rentre dans une phase de souffrance. Nous devons cesser de nous quereller. Nous devons nous retrouver, nous tous. Mais que chacun accepte la personnalité de l'autre et les vérités. Mais quand il y a une vérité, que nous l'acceptions. Que nous partagions cette vérité pour faire progresser notre nation. Oui. Vous savez, j'ai vu Senghor. J'ai été avec Senghor. J'ai été avec Abdou Diouf. J'ai été avec Abdoulaye Wade. Je suis avec Macky Sall de cœur, encore, mais pas de parti. Ah oui. Oui, oui, de cœur. Vous avez quitté Benno Bokk Yakaar? Je ne relie pas mes frères. Je l'ai pris comme un frère, il m'a pris comme un frère. Je ne relierai jamais de mon existence quelqu'un que je prends comme un frère. Okay. Mais les structures politiques sont faites de telle manière que sa structure est là-bas, la mienne est ici. Mais je dis que j'ai vu tout cela et je souhaite vivre encore 20 ans pour voir un autre président après Macky Sall. L'Afrique n'a pas changé, ne changera pas, tant qu'on n'aura pas donné à chaque Africain ses droits fondamentaux. Êtes-vous toujours membre de Benno Bokk Yakaar? Notre parti n'est pas membre de Benno Bokk Yakaar, par le fait du président lui-même et des autres alliés. Ah oui. Nous avons conduit le président Macky Sall à la présidence de la République. Je dis bien, nous l'avons conduit. Les uns par la force du nombre, la force matérielle. Comme De Gaulle disait à l'Allemagne, il ne faut pas que la puissance de la matière sur l'emprunté, sur l'esprit de liberté, dans le discours de 1940. Les uns ont eu cette force matérielle, mais nous avons eu le génie de la parole et le génie de l'esprit. Et c'est par les génies de l'esprit et de la parole du professeur Ibrahima Fall, de tel, et enfin du petit Doudou Ndoye, que tout a été équilibré. Ceux qui ont la force matérielle et ceux qui ont la tête. Mais Dieu a fait deux choses sur terre. Moi, je ne privilégie pas seulement ma tête. Je travaille pour gagner ma vie et nourrir ma famille. Okay. Mais ceux qui ne privilégient que l'argent et les forces matérielles finiront en catastrophe. Oui. Comment le président et les autres alliés vous ont-ils poussé à la sortie de Benno Bokk Yakaar? Mais tout simplement parce qu'ils n'ont jamais rien fait en nous intéressant à ça. C'est tout. Okay. Il est arrivé à la présidence de la République. Rien n'a jamais été fait en intéressant notre parti à ça. Rien du tout. Voilà. Mais ça veut dire qu'ils ont jeté notre parti dehors. Ça va de soi. Merci. Je ne leur en veux pas. Moi, je suis un homme clair, libre et libéré. Merci en tout cas, Maître Doudou Ndoye, avocat, ancien ministre de la Justice et secrétaire général de l'UPR, l'Union pour la République. Ça a été un plaisir pour nous de vous avoir reçu ici sur ce plateau d'opinion pour éclairer un peu l'opinion sur les questions brûlantes de l'heure. Merci infiniment. Merci Pierre-Edouard Faye, merci au peuple sénégalais, à qui je présente toutes mes excuses pour avoir dit des vérités de façon crue, cruelle, mais c'est la vérité qui est le destin de notre peuple. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Rendez-vous dimanche prochain. Au revoir.